Salut les amis. Donc comme promis, rechargement. Donc aujourd'hui, on va tester YouTube tout simplement, voir si il retire la vidéo ou pas. Donc ça va être un essai. Je vais vous présenter une cartouche de chasse et uniquement de chasse qui est relativement performante pour le petit gibier, principalement le pigeon. Nous allons la faire en plomb numéro 6. Vous avez sûrement déjà vu cette cartouche plus ou moins pour ceux qui sont sur le forum. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu de cette cartouche. Là, je vais tout vous expliquer en détail. Mais ce qui s'appelle tous les détails. Donc, vous voyez, je l'avais encadré le résultat parce que c'était quand même assez... après 2 ans et demi de recherche, on va dire, et puis 700 cartouches tirées, j'en suis à 800 et quelques là. J'avais réussi à obtenir ce résultat assez facilement. Le tout, c'est de comprendre pourquoi. Donc, vous voyez la forme du pigeon, c'est un pigeon ramier, taille réelle, absolument réelle, sans les plumes. Et cette cartouche, je l'ai tirée à 35 mètres. C'est écrit en haut ici, 35 mètres. C'est une cartouche qui contient 44 grammes de plomb, numéro 6. Sa vitesse est de 395 mètres secondes mesurée au chenille, en moyenne, hein, bien sûr. Et là, vous avez une feuille A4. Dans cette feuille A4, vous avez un total de 155 impacts, à la distance de 35 mètres, bien sûr, hein, mesuré au télémètre. Vous avez 31 impacts dans le pigeon. C'est celles qui sont en bleu, je ne sais pas si vous voyez la couleur, mais ils sont marqués en bleu. Vous avez 122 impacts autour du pigeon dans la feuille A4, pour un total donc de 155 impacts dans une feuille A4 à 35 mètres. C'est un groupement qui est excellent. C'est mon meilleur groupement de toutes les cartouches que j'ai pu faire. Même des 52 grammes, même des 50. Par contre, attention, je suis sûr qu'on peut obtenir mieux. Et je pense que ça va se situer autour de 48, 49, peut-être 50 grammes. Mais 48, 49 grammes, on devrait pouvoir faire mieux. Donc je vais donc vous expliquer en détail comment faire cette cartouche, puisque avant je ne donnais pas tous les renseignements. Là je vais tout vous donner, parce que c'est pas la peine de chercher et de faire des bêtises. Il vaut mieux que je vous donne les bons chiffres tout de suite, et tous les chiffres. Comme ça évitera de faire des bêtises qui pourraient être dangereuses. Donc je vais vous donner les renseignements nécessaires pour faire quelque chose en toute sécurité. Voilà. Donc nous allons passer de l'autre côté sur ma table, puisque j'ai plus de cartouches de toute façon. Donc je vais en faire une petite poignée là, voilà. Donc déjà, je vais vous expliquer le pourquoi de ce serrage, qui est totalement inhabituel. Donc vous n'obtiendrez pas forcément le même résultat avec vos fusils, puisque ça dépend uniquement du choc et de la bourre. Voilà. Voilà où est le stratagème, on va dire. Alors, la bourre utilisée, c'est une bourre Gualandi, et c'est une Super G Tubo H46 que vous trouvez un peu dans beaucoup de boutiques. Bon, vous voyez que c'est une bourre avec amortisseur, et elle est striée horizontalement. Et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres bourres. Si je prends une bourre BP par exemple, non striée, comme celle-ci, on va s'apercevoir que elle est pareille, elle a une petite couvette dessus, elle a moins d'amortisseur, mais on pourrait se dire que ça fait pareil, puisqu'elle contient à peu près la même charge de plomb, tout. Pas du tout. Cette bourre-là offrira un serrage bien moindre. On va dire un serrage ordinaire. Et quasiment toutes les bourres vous offriront un serrage ordinaire. Pourquoi celle-ci sert plus? C'est uniquement à cause de ces rayures, de ces rainures plutôt, horizontales. Pourquoi? Parce que c'est l'association de deux choses. C'est l'association d'un choc Kix, donc choc troué, voilà, et de cette bourre. C'est ça qui fait que ça va serrer. C'est pas autre chose.
Alors après, il y a la charge de plomb, il y a la vitesse, il y a le buffer, bien sûr. Mais en priorité, c'est ça. C'est ces deux éléments-là qui vont donner cette gerbe-là. Pourquoi? Parce que, et ça, il l'avait pas prévu chez Kix sûrement, le but d'un Kix, c'est-à-dire que la constriction sur ce choc se passe sur la première partie, ici. Donc vous voyez, c'est pas un choc bien long, hein. Et il a un très très bon rendement, ce choc. Faut pas croire que les chocs longs sont meilleurs que les chocs courts. Pas du tout. C'est un choc qui fait 40 mm. Ouais, 41, 40 mm, à peu près 40 mm, voilà. Donc, vous avez un resserrement de la gerbe à l'intérieur du canon sur les 40 premiers millimètres. Et la partie ici, à l'extérieur du canon, est cylindrique. Et vous avez des trous. À quoi servent ces trous? Le fabricant, donc Kix, s'est dit. Ah oui, parce qu'avant, il faut savoir une chose. Quand vous tirez une cartouche avec une bourre à jupe, il ne faut pas que les plombs, quand la gerbe sort du canon, il ne faut pas que les plombs restent dans le godet. Plus ils vont rester longtemps dans le godet, plus la gerbe sera mauvaise. Pourquoi? Parce que le godet ne va pas aller forcément bien droit, il va tourner un peu. Le temps qui s'écarte et tout, ça va disperser la gerbe aléatoirement, on va dire. Et vous n'aurez pas un bon résultat. Pour avoir une belle gerbe avec une cartouche équipée d'une bourre à jupe, il faut que dès la sortie du canon, la bourre s'écarte aussitôt et se sépare de la gerbe de plomb le plus rapidement possible. Et c'est là que vous obtiendrez le meilleur résultat en cible. Donc, Kix s'est dit, on va faire une partie cylindrique avec des trous pour libérer la pression au moment où la cartouche sort, la charge sort du canon. C'est-à-dire que à partir du moment où la charge arrive ici, ça commence à découvrir les premiers trous, et s'il reste de la pression derrière, la pression s'évacue par les trous. Mais la douille, la bourre est toujours guidée, et ainsi de suite, jusque-là. Arrivé presque à la sortie, vous n'avez plus aucune pression derrière la bourre, puisque tout s'est échappé par les évents. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet de souffle à la sortie du canon, puisque le souffle est parti sur les côtés, les trous sont percés à 45 degrés vers l'avant. Et comme il n'y a plus de poussée, il n'y a plus de souffle qui pousse la bourre, dès que la bourre elle est sortie du canon, elle est immédiatement freinée puisqu'il n'y a plus rien qui pousse derrière. Et après, bien sûr, c'est une bourre acier, hein, je précise, donc normalement qu'on ne doit pas tirer avec du plomb. Cette bourre-là, elle est non fendue, donc il va falloir la fendre. Donc moi, je la fends en 4 pétales, j'en prends une, c'est des cartouches que j'ai démontées, vous voyez. Ça, la poudre a coloré la jupe. Mais bon, elles ont été... C'est des cartouches que je devais passer en test, que je n'ai pas passé en test, je les ai démontées pour récupérer la poudre principalement, parce que je n'en avais plus. Voilà. Donc elles sont fendues en 4 pétales. Donc, pour fondre en 4 pétales, moi, je me suis fait un petit outil tout à fait basique. Voilà, c'est un morceau de douille avec à l'intérieur une lame de cutter que j'ai collée. Vous voyez, avec de la résine tout le tour. Donc la lame dépasse de chaque côté. J'ai entouré avec un rond de résine. Ça maintient bien la lame. Et puis comme ça, j'ai même fait des repères sur le bord. J'enfonce à fond. Je tourne d'un quart de tour. Je renfonce à fond. Voilà, ça me fait mes 2 coupes. Et il faut descendre jusqu'en bas. Absolument. J'ai fait des essais en remontant. Les gerbes sont moins bonnes. Ce qui veut dire, en fait, il faut que, dès que ça sort du choc, il faut que les pétales s'écartent un maximum, et tout en même temps. Là, ça va être le cas, puisqu'il n'y a pas de lien entre chaque pétale. Et ça va freiner énormément tout de suite. Et la gerbe va pouvoir s'échapper tout de suite en ligne droite, avant que la bourre commence à déconner, quoi. Voilà. Mais, avec cette bourre, on s'aperçoit d'un autre phénomène. Comme elle est striée, les stries sont relativement fines, donc fragiles. Quand la bourre elle arrive ici, il y a toujours de la pression derrière.
Et la charge, elle est en pleine accélération. Donc, il y a beaucoup d'efforts latéraux qui tendent à écarter, parce qu'il y a beaucoup de pression derrière, forcément. Et quand ça passe dans les trous, eh bien, les trous, ils rabotent toutes les rainures, là. Et vous avez des particules de plastique qui sortent à droite, à gauche. Quand on tire, quand on tire, on s'en rend pas bien compte. Mais quand vous regardez quelqu'un tirer, vous vous rendez bien compte qu'il y a des particules de plastique qui volent. Et quand vous récupérez ces douilles par terre, elles n'ont quasiment plus de stries. Et ce qui se produit, c'est que la bourre est super bien freinée, en fait, par les trous, qui font effet de râpe, et qui viennent râper les nervures. Et ça la freine énormément. Et comme ça la freine beaucoup en passant dans les trous, la gerbe est séparée, je ne vais pas dire instantanément, mais quasi. Et d'ailleurs, vous les retrouvez dans l'herbe beaucoup moins loin que les autres bourres. Si vous mettez une bourre lisse, vous allez la retrouver sur un tir horizontal quand vous faites du ciblage. Généralement, on les retrouve à 25 mètres environ. Celles-ci, vous allez les retrouver bien plus près. Pourquoi? Parce que elles vont beaucoup moins loin. Tout simplement, elles sont mieux freinées par le choc, à cause des trous à 45 degrés qui font râpe et qui râpent la bourre. Tout simplement. Et à force de faire des tests, il me restait que cette bourre-là que je n'avais pas essayée. J'avais de très bons résultats avec les autres, mais rien d'extraordinaire. Et le jour où j'ai testé cette 44 grammes avec cette bourre-là, alors là, c'était miraculeux. Voilà. Donc c'est l'association de cette bourre et d'un choc Kix qui fait qu'on peut avoir le résultat que je vous ai montré tout à l'heure. C'est uniquement dû à ça. Voilà. Maintenant, on va passer au montage, qui est un montage très simple, ordinaire. Vous n'avez rien à découper, rien à... C'est une cartouche très facile à faire et très efficace. Alors sa portée maxi, moi je dirais qu'il faut pas tirer à 20 mètres avec. Hein. C'est une cartouche qui est spécifiquement faite pour le poser, puisque vous avez vu comme elle sert. Donc au vol, soit vous êtes un super tireur, il n'y a pas de problème. Moi c'est pas mon cas au vol. Donc soit au vol je tire loin avec, pour que la gerbe ait le temps de s'écarter. Autrement on est souvent à côté. Donc c'est pas la panacée pour tirer au vol, hein, loin de là. Mais par contre pour tirer au posé, affût au pigeon principalement, c'est une cartouche excellente. Alors on peut tirer 10 mètres de plus, hein, en mettant 50-52 grammes, voilà, on arrive à un résultat un peu meilleur. Jusqu'à une limite de distance, allez, je vais dire 70 mètres, mais bon, voilà. Faut pas de vent, enfin, faut viser 20 cm, 25 cm au-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toujours en plan de 6. Hein. Et toujours avec 395 mètres secondes. Mais il va falloir qu'on arrive vraiment aux limites, puisqu'on a moins d'un joule par plomb. Donc c'est vraiment les limites extrêmes du numéro 6. Sachez qu'avec du 5, vous gagnez 5 mètres, par exemple, par rapport à l'énergie produite. Hein. Mais vous avez moins d'atteinte. Donc c'est toujours le problème. Mais enfin, c'est une cartouche qu'on peut tirer jusqu'à 50, 55, voire même 60 mètres. Voilà. Et vous aurez de bons résultats si vous êtes en face. Alors moi, j'ai pas ce problème parce que je chasse C beaucoup à l'affût. Et sur mon Baïkal, j'ai un point rouge qui est parfaitement réglé et qui ne bouge pas. C'est un Buris Fast Fire 3. Et j'en suis super content. Quand le point rouge est sur le pigeon, il est mort. Ça, c'est clair, il est mort. Donc on tire avec une précision d'une carabine, quoi. Alors ouais, ne pas l'utiliser à 20 mètres, quoi. Ou alors, si, moi je l'utilise souvent à des courtes distances, mais il faut qu'il y ait beaucoup de branches. Elle est très efficace quand il y a beaucoup de branches. Par contre, si le gibier est totalement à découvert, et puis vous le tirez à 20-30 mètres, vous avez vu ce que ça donne dans la cible, il va être truffé le machin. Hein. Bon, les plombs passent à travers de toute façon. Hein. Sur un pigeon à 30 mètres, les plombs passent à travers. Mais alors, il va être plutôt ramolli. Hein. Enfin, voilà. Donc, nous allons faire cette cartouche. Alors, petite précision quand même. Cette cartouche, elle va être faite avec de la poudre de chez Vectan. Et ce sera de la poudre SP2. Donc, c'est une poudre double base qui résiste bien dans le temps. Donc, vous pouvez les stocker un moment. Il n'y aura pas de gros problèmes. Pourquoi utiliser une poudre lente? Vous allez me dire, oh, 44 grammes, on pourrait mettre une poudre plus vive. Faux.
Pourquoi? Parce que si vous mettez une poudre vive, elle va brûler plus rapidement. Elle va dégager de la chaleur plus rapidement et elle va engendrer de la pression plus rapidement par rapport à une poudre plus lente. Le problème, c'est que forcément, suite à ça, l'accélération dans le canon va être plus violente. Si l'accélération est plus violente, les plombs vont se comprimer les uns contre les autres plus fort et ils vont s'abîmer. Résultat, un plomb abîmé vole mal, surtout quand c'est du petit plomb. Plus le plomb est petit, plus il s'abîme vite. Et un plomb qui est abîmé, eh ben, il est freiné par l'air, il ne va pas forcément droit non plus, et vous allez perdre en homogénéité de la gerbe, en largeur de la gerbe, et vous allez perdre aussi en pénétration, parce que les plombs arriveront à la cible avec une vitesse inférieure. Donc il faut protéger un maximum les plombs. Pour cela, comme je vous ai dit, première chose, utilisez une poudre lente. Avec une poudre lente, il ne faut pas croire que les cartouches sont moins rapides. C'est généralement le contraire. Utiliser une poudre lente permet d'avoir des bonnes vitesses. Pourquoi? Parce que la charge, au lieu d'être poussée à sa vitesse maxi, je vais dire une connerie, sur 40 cm dans le canon, c'est le cas d'une poudre rapide. D'ailleurs, pour info, la CIP doit prendre le pic de pression, c'est-à-dire le pic de pression maximum que développe la cartouche. Ça doit être pris aux environs de 25 cm de la chambre. C'est là qu'il mesure la pression. C'est là que normalement elle est à son maximum. Donc c'est là qu'il y a le maximum de poussée. Après, bien sûr, plus le canon est long et plus il y a de pression derrière, plus la vitesse va augmenter. Seulement si vous mettez une poudre vive, comme je dis, en admettant que la pression maxi, enfin que la vitesse maxi soit atteinte au bout de 40-45 cm, votre cartouche, elle est à sa vitesse maxi. Après, ce n'est que du guidage, on va dire, sur le reste du canon. Et même de la décélération, puisqu'il y a du frottement. Deuxième solution, mettre une poudre plus lente, qui elle va avoir un pic de pression un petit peu plus loin, mais qui va maintenir, puisqu'elle continue de brûler lentement, on va dire, lentement entre parenthèses bien sûr, elle va continuer à donner de la pression sur plus long. Et il faut savoir que la vitesse, ça dépend de la longueur de la poussée. Plus vous allez pousser longtemps, plus la vitesse va augmenter. C'est d'ailleurs pour cette raison que généralement, sur un canon de 70, vous avez, chambré 70, vous avez des canons de 70 cm environ, et que sur des 76 ou 89, vous avez des canons de 75. Pourquoi? Parce que on va utiliser des cartouches Magnum dans ces fusils, et les cartouches Magnum ont des poudres plus lentes, et pour pouvoir exploiter la totalité de la combustion de la poudre, cela nécessite 5 cm de plus sur la longueur du canon. Ça n'a rien à voir avec la forme de la gerbe. C'est uniquement pour pouvoir bénéficier de la pression maximum de la cartouche. C'est tout. Vous avez le même problème en carabine. Vous prenez par exemple, je ne vais pas dire n'importe quel calibre, un 300 Winchester par exemple. Si vous le prenez avec un canon de 65 cm, vous avez la vitesse maxi annoncée sur les boîtes de balles, ou à quelque chose près. Si vous prenez un canon battu de 50-52 cm ou 54 cm, vous allez perdre quasiment 100 mètres secondes. Pourquoi? Parce que c'est une munition avec une grosse charge, et au bout de 50 cm, elle n'a pas été poussée assez longtemps pour développer sa vitesse maxi. Il lui faut encore 10-15 cm de canon en plus pour atteindre sa vitesse maximum. Voilà, tout simplement. Et si on mettait un canon de 75 par exemple, eh ben on verrait que la vitesse rechute. Le point de vitesse maxi se situe à environ 65 cm. J'ai eu pendant un temps une 17 HMR, que j'ai vendue à quelqu'un du forum d'ailleurs. Le 17 HMR, il est calculé pour une longueur de canon bien précise. Et j'avais acheté la carabine avec la longueur précise pour avoir la vitesse maxi. Puisqu'à 5 cm près, trop long ou trop court, vous n'aviez pas la vitesse maxi. Tout simplement. Pour vous dire, j'obtenais même une vitesse supérieure à la vitesse indiquée sur les boîtes. Parce que sur les boîtes, le canon de test n'était pas à la bonne longueur. Et moi, les gens s'étaient aperçus qu'en mettant un petit peu plus long, et ben voilà, on arrivait, alors il y avait 4 cm de différence, je crois, mais ça faisait 50 mètres secondes de plus.
tout simplement. Voilà, donc ça c'était un petit aparté sur la poudre. Pourquoi j'ai choisi cette poudre-là? Parce qu'il est préférable de pousser plus longtemps, mais plus progressivement, puisque vous abîmerez moins les plombs. Si vous poussez violemment sur une courte distance, vous obtiendrez la même vitesse, sauf que l'accélération sera beaucoup plus brutale et que vos plombs seront abîmés. Voilà pourquoi moi je préconise toujours de choisir la poudre la plus lente possible pour faire vos cartouches. Alors arrive un moment où la poudre est trop lente par rapport à la charge, et où là, la vitesse augmente plus, on a beau en mettre plus, en mettre plus, en mettre plus, on se rend compte que ça plafonne en vitesse, on n'arrive pas à augmenter. Et que si on est trop bas, et là il y a deux solutions, soit il va falloir augmenter la charge, soit il va falloir mettre une poudre plus vive, tout simplement. Ou voir une amorce plus forte. Alors dans le cas de la SP2, il n'y a aucun souci au niveau des amorces, une seule suffit. Il faut absolument, quelle que soit la charge, quand vous utilisez de la poudre SP2, il faut utiliser des amorces fortes. Autrement, elle ne s'allume pas assez bien. Donc il faut absolument une amorce forte pour la SP2. Donc comme ça sera soit une CX 2000 par exemple, ou l'équivalent dans d'autres marques, mais il faut prendre absolument une amorce forte. Donc là, nous avons des douilles Shedit en 12,76, alors qu'ils ne font pas tout à fait 76, hein. Il y a toujours une petite tolérance. Je vais vous donner la mesure exacte. Alors, elles font 60... Bon, là, j'ai plein de reflets avec mon pied à coulisse et je vois plus grand-chose. Je suis à 74,5, 75. Voilà. Alors, ça a une importance, puisque la recette que je vais vous donner, et écoutez bien là, elle est faite uniquement pour cette douille-là. Si vous changez de marque, vous aurez des hauteurs de cartouches différentes, vous aurez des vitesses différentes et ainsi de suite. Donc si vous voulez la reproduire, vous n'arriverez pas à la reproduire à l'identique. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas forcément le même lot d'amorce que moi. Vous n'aurez pas forcément le même lot de poudre que moi. Et il peut y avoir des variations de 10% tranquilles. Et il y a aussi une chose très importante, c'est que moi, ces cartouches, je vais les tirer dans un fusil automatique, un Baikal MP155, et que c'est un fusil à empreinte gaz. Donc, vous avez des trous à l'intérieur du canon qui correspondent aux pistons qui se trouvent dessous, qui vont permettre de réalimenter. Vous avez une grosse perte de pression au niveau des trous. Pour obtenir 395 mètres secondes avec cette cartouche, je suis obligé de mettre un dosage de poudre bien particulier que je vais vous donner. Mais cette dose de poudre correspond à un fusil automatique à empreinte gaz. Si vous avez un fusil non automatique et sans empreinte gaz, vous allez être en surcharge. C'est plus 395 mètres secondes que vous allez avoir. C'est beaucoup plus de pression, peut-être même une surpression, et vous allez sortir à 450 mètres secondes, puisqu'il y a environ entre 40 et 50 mètres secondes de différence si la cartouche est tirée dans un automatique à empreinte gaz ou dans un fusil normal, c'est-à-dire juxtaposé ou superposé. Donc dites-vous bien que la recette que je vous donne, c'est uniquement, je vais dire quasiment, c'est uniquement pour un MP155 ou un MP153 de chez Baikal, avec une âme en 18,4, c'est-à-dire le diamètre du canon en 18,4 mm, que le canon fasse 70 ou 74, puisque c'est la dimension chez Baikal, ce n'est pas 75 mais c'est 74, il n'y a aucune différence, à part peut-être 3-4 mètres secondes, voilà, c'est ridicule, mais que c'est bien un emprunt de gaz et que vous allez avoir une grosse perte. Et que si vous mettez cette cartouche dans un fusil ordinaire, là par contre, ça va être trop puissant. Dites-vous bien aussi, et ça, c'est à respecter à chaque fois que vous allez faire un encartouchement quelconque, vous prenez toujours une marge de sécurité pour commencer. La marge de sécurité, c'est environ 10%. On commence toujours avec une charge de 10% inférieure. Et on fait un escalier et on monte progressivement. Pour ceux qui font du rechargement carabine, qui rechargent avec des bouquins comme le Malfatti ou autre, vous avez toujours un escalier à respecter. On commence par une charge plus faible, on voit ce que ça donne en vitesse, donc il faut un chronie, ou un chronographe plutôt, parce que chronie c'est la marque, et suivant la vitesse, puisque dans ces cartouches-là, on ne peut pas mesurer la pression.
On n'a pas le matériel pour mesurer la pression. Les seuls indices pour la pression, c'est sur un fusil automatique, et que sur un fusil automatique, c'est la percussion de l'amorce, et là où ça vous donne une bonne indication. Mais ça, c'est à cause de l'automatique, de son principe de percussion, où en fait le percuteur est libre une fois qu'il a percuté. Il peut très bien, l'aiguille de percussion, ouais, le percuteur en fait peut très bien revenir en arrière. Il est libre, c'est juste un tout petit ressort qui force pas. Donc s'il y a trop de pression dans la douille, on peut avoir des renversements de poinçonnage de l'amorce. C'est-à-dire que en fait, au moment où ça a tapé, ça l'a bien percuté profondément, mais au moment où la poudre s'enflamme, elle repousse le trou de percussion, et on arrive à avoir des fois, sur des surcharges, des cartouches qui ont été percutées, qui ont l'amorce totalement plate. Il n'y a plus de trou de percussion. Puis ça peut même aller plus loin. Après, il y a un deuxième cercle qui apparaît autour, et puis après, c'est les écritures qui prennent. Alors là, quand les écritures prennent, je peux vous dire que vous êtes dans les 1500 bars, hein, sans problème. Largement au-dessus des épreuves des fusils. Donc, attention. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Bon, je vous dis quand même, la SP2 est quand même une poudre très tolérante. C'est quelque chose de très tolérant comme poudre. C'est une poudre très facile à doser. Voilà. Euh, Ça peut supporter une erreur, mais enfin bon, c'est pas le but. On est sur des grosses charges à partir de hein, plus de 40 grammes. On commence à être sur des charges assez conséquentes. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Hein. Donc, je vais vous donner les charges, comme je vous précise bien, pour un fusil automatique à empreinte gaz et pas un inertiel, hein, empreinte gaz. Et parce que vous avez une perte. Et cette perte, elle est compensée par le dosage de poudre dans la cartouche. Donc, je me répète peut-être, mais ne faites pas ce dosage-là pour un fusil ordinaire. Il va falloir commencer bien en dessous. Ok? Donc, sachant cela, nous allons peser la poudre. Nous allons la mettre. Et puis, on va la faire. Ah oui, il y a Julien du forum. On en reparlera tout à l'heure. Juju sur le forum, rechargement lisse. Juju, il a testé, il m'a appelé pour des composants. Donc, Juju, j'ai pas encore fait tout, mais je vais le faire, t'inquiète. Comme je te l'ai dit hier, j'ai regardé sur le forum, j'ai vu que tu avais fait le test avec la farine de blé, enfin la semoule de blé dur. Ton groupement, il a l'air excellent. Donc là, il y a vraiment à développer. Et tu m'as demandé que je te montre bien, ou non, c'est quelqu'un d'autre, je sais plus. Oui, je crois que c'est quelqu'un d'autre. Oh, je sais plus. Il y en a tellement qui me posent des questions. Qui m'a demandé de bien lui filmer comment je fais pour faire le rebord de la cartouche propre et bien serti. Donc, je vais bien lui montrer en détail le sertissage. Voilà. Je viens donc de peser la poudre et j'ai mis 2 grammes 41. Donc, je répète, 2 grammes 41 pour un Baïkal automatique. Ce sera moins pour un fusil traditionnel. Cette poudre, nous allons la mettre. Alors, quand on enlève, quand je fais mes pesées, j'utilise, là je ne l'ai pas fait, mais c'est juste pour vous montrer, j'utilise un petit doseur volumétrique que vous voyez en face en rouge. Voilà, ici. Donc, vous avez un petit tube sur le côté réglable en profondeur. Quand vous basculez vers le bas, le tube se remplit. Et quand vous remontez vers le haut, ça se vide. En réglant, on arrive à approcher la valeur, mais c'est pas suffisamment précis. Donc généralement, on met toujours un peu moins, et puis après, on finit avec un égraineur. Voilà. Donc l'égraineur, c'est un petit réceptacle avec un tube troué qui traverse, légèrement incliné, et quand on fait tourner le tube, la poudre avance lentement et tombe au bout. Et ça, je le fais sur la balance, bien sûr, la balance qui est au millième de gramme. Et moi, dans mes cartouches, je tolère une erreur de 3 millièmes de gramme uniquement. Si je fais une pesée et que j'ai une erreur supérieure à 3 millièmes de gramme, je vais soit en rajouter, soit en retirer pour obtenir la bonne dose à 3 millièmes près. Voilà. Ça permet d'avoir des cartouches constantes en vitesse, quelle que soit la cartouche. Et vous verrez aussi que au sertissage, c'est pareil, il y a des longueurs à respecter.
Voilà, donc là, j'ai mes 2,41 g, 2,412 g exactement. Amorcé CX2000, amorce forte. Je mets la poudre dans la cartouche. Voilà. Et puis là, je tapote un petit peu pour que la poudre se mette à plat. J'utilise la Lilo 2. Alors c'est pas une super machine, attention, loin de là. Mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle est pas chère. Et puis qu'elle fait le boulot. Donc en haut, vous avez un réceptacle pour la poudre, un réceptacle pour le plomb. Pour la poudre, je n'utilise pas. La poudre en volumétrique, c'est pas précis du tout. Il vaut mieux la peser. Par contre, le plomb, j'ai mis un bushing dedans qui me permet d'avoir je sais plus combien de grammes en un coup. C'est juste pour approcher le grammage. Et de toute façon, je mesure après avec une balance, voilà, qui est beaucoup moins précise que voici. Et là, je vais être au 10e près. Mais je pèse quand même à un plomb près pour avoir pile 44 grammes. Alors 44 à un plomb près, bien sûr. Alors, je sais même pas s'il lui reste des piles, cette pauvre machine. Oui, oh, c'est faiblard. C'est faiblard. D'abord, on va la caler à 0. On va lui faire une tare. Voilà, je suis à 0. Là, j'ai 30 grammes 76. 30 grammes 76, je vais monter à 31, tiens. Et 31,03. Voilà, on va lui mettre une première dose. 31 grammes. Et vous voyez, ça monte pas tout à fait jusqu'en haut de la bourre, du container en fait. Là arrive le moment le plus délicat de cette cartouche, puisque c'est une cartouche qui utilise un buffer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un buffer? C'est tout simplement une charge de comblement. Ça va être une poudre quelconque, qui bien sûr n'abîme pas le canon, donc non abrasive, et qui va être très dure, et qui va permettre d'éviter au plomb de se déformer. Pourquoi? Parce que cette charge de poudre qu'on va mettre, qui n'est pas une poudre inflammable, hein, va s'insérer entre chaque bille et va les caler. Au moment de l'accélération, les plombs ne pourront pas s'écraser les uns sur les autres, puisqu'ils seront bien protégés. Sous chaque plomb, il y aura une poudre qui va les maintenir en place et éviter leur déformation. Alors c'est pas du sûr à 100%, bien sûr, ça se déforme quand même, mais beaucoup moins. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir des billes beaucoup plus rondes et de faire resserrer la gerbe, tout simplement. Sur le forum, vous regarderez, il y a un ciblage. Alors malheureusement, c'est pas trop bien fait parce que il n'a pas donné la distance de tir, il n'a pas mesuré la largeur de la gerbe, il n'a rien fait. Mais il vous a quand même mis 2 ciblages, un avec rien du tout, pas de buffer. Donc j'espère qu'il a tiré le deuxième à la même distance, logiquement oui, et il a tiré avec un buffer auquel je suis sûr qu'on va... J'ai pas fait de test, mais vous en aurez, je vais les faire et en vidéo, qui est de la semoule de blé dur, fine. Alors, vous aviez des buffers du commerce, bien sûr, comme l'original buffer, comme... Eh mince! Eh ben, il faudra que je repèse les plombs, comme Precision Reloading, qui sont des micro-billes hyper dures. Ça va très bien sur du gros plomb, mais sur du petit plomb comme ça va pas, ça les abîme trop. Les billes sont trop dures. Et ça marque les plombs.
L'original buffer, c'est une espèce de poudre blanche. Le problème, c'est que c'est un très bon buffer, mais il coûte pas cher, mais il faut le commander aux États-Unis et le prix du port est exorbitant. Donc on avait trouvé d'autres solutions, et la solution, c'était, pour ma part, un mélange de farine de tapioca. Donc je suis acheté le tapioca le plus fin possible que je trouvais, on en trouve du très 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 fin, que je passe dans un moulin à café avec la lame aiguisée, aiguisée rasoir. Et je le passe dedans pour obtenir de la farine, tout simplement de la farine. Et je mettais une dose de tapioca pour une demi-dose de fécule de pomme de terre. Voilà mon buffer. Et ce buffer-là, il marche aussi bien que celui-ci, si ce n'est mieux. Maintenant, il y a une façon de le placer. Et c'est ça qui va vous faire un bon groupement. Si votre buffer est mal placé, s'il y a des endroits, il y en a dans la cartouche, il y a des endroits, il n'y en a pas. Aux endroits où il va y en avoir, en cible, ça va vous donner des groupements de billes. Vous allez avoir 5, 6 plombs, 7, 10, 15 groupés au même endroit. Et à côté, vous aurez un trou. Il y aura un manque à un endroit. Ou plusieurs manques. Généralement, c'est plusieurs manques. Des groupements, puis plusieurs manques. Ça, c'est typique d'un buffer mal placé. Pour arriver à le placer bien, c'est même pas la peine d'utiliser un vibreur. Le vibreur lui sert plus pour placer les plombs comme il faut dans une cartouche sans buffer. Ou certains buffers qui vont glisser facilement avec un petit coup de vibration. Mais si vous voulez mettre des buffers compliqués à faire rentrer comme l'original buffer, il va falloir le faire à la main. Et c'est pour ça que ces cartouches elles prennent du temps à faire, mais qu'elles sont simples à faire. Bon, là j'ai fait tomber la cartouche forcément, donc je vais recommencer, je vais repeser, je vais remettre les plombs dedans, et je vous reprends après. Maintenant nous allons placer le buffer. Alors moi c'est un mélange de buffer. Il y a de l'original buffer, il y a du tapioca, il y a de la fécule de pomme de terre et il y a un peu de semoule de blé dur fine. C'est un mélange pour me refaire une quantité, c'est tout. Mais il marchera parfaitement de toute façon. Donc la dosette, c'est une dosette qui fait 2,5 cm3. Je vais en prendre une dose. Alors, il y en a même un petit peu trop pour 31 grammes, mais c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et nous allons la placer dans la cartouche. Voilà. Et c'est là que ça se complique, puisque maintenant cette charge de buffer, il va falloir la répartir parfaitement dans les 31 grammes de plomb qui se trouvent ici. Alors plus vous allez vouloir charger de buffer une dose de plomb importante, plus ça va être difficile. C'est pour ça que moi je préfère protéger les plombs qui sont en dessous, donc ceux qui vont s'écraser bien sûr, que les 13 grammes qu'il va y avoir au-dessus, ils n'ont pas besoin d'être protégés. Ils vont subir l'accélération sans problème, ils ne seront pas écrasés par leur propre poids. Par contre, ceux du dessous et ceux qui sont tout à fait en bas, eux, vont être complètement ratatinés. Donc il vaut mieux protéger une bonne partie de la cartouche, au moins les 3/4, mais comme il faut être sûr que ça soit bien placé. Comme si je voulais faire une 44 grammes entièrement avec des buffers, en un seul coup, je ne suis pas sûr de réussir parfaitement. Je préfère ne mettre de buffer que dans 31 grammes seulement et de rajouter les autres par-dessus. Je vais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer surtout comment le placer, le buffer. Alors j'ai essayé 36 méthodes, vibreur, enfin tout un tas de méthodes, et bien sûr j'ai été cibler les cartouches derrière pour voir le résultat. Et j'ai fini, au bout de 2 ans quand même, par trouver une technique qui va très bien. Donc je vais vous montrer cette technique. Donc vous avez le buffer qui se trouve au-dessus des plombs, bien sûr. Vous allez la prendre entre votre pouce et votre index, verticalement, et vous allez la secouer de haut en bas 10 fois, énergiquement. 10, voilà. Quand vous l'avez fait 10 fois, si vous regardez, vous voyez des plombs. Et vous avez beaucoup de buffer. Comme je vous dis, il y en a un petit peu trop pour la charge, mais ce n'est pas un problème. Ensuite, vous allez la retourner à l'envers et vous allez faire la même chose 10 fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous la remettez à l'endroit. Voilà. Et là, on voit un ou deux plombs. Et là, maintenant, il va falloir la tapoter
Alors, je vais me rapprocher. Et il va falloir tapoter cette cartouche sur la table en faisant une forme d'arrondi comme ça pour bien répartir la charge. Donc vous voyez quelques plombs. Alors, on commence. Là, on voit une dizaine de plombs, c'est pas assez. Voilà, là on voit à peu près quasiment une rangée complète de plombs. Alors je ne peux pas pencher parce qu'autrement ça va tout dégringoler. Mais je peux vous assurer, on voit à peu près une rangée. Là, c'est bon. Votre buffer, il est bien réparti partout dans la charge et vous aurez une belle gerbe. À partir de ce moment-là, vous allez mettre un petit papier pour éviter à la charge tout simplement de migrer et de se déplacer. Il va falloir stabiliser le buffer parfaitement. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Moi, je fais des rondelles en papier, toutes bêtes. Voilà, rondelles en papier que je découpe avec un emporte-pièce dans plein de feuilles. Comme ça m'en fait plein à chaque fois. Et vous allez placer la rondelle en papier à l'intérieur. Alors, il s'agit de bien la placer quand même, qu'elle soit bien à plat sur la charge. Voilà. Généralement, j'utilise mon petit bourroir là. Voilà, j'appuie dessus comme il faut. Là, je vérifie, ouais, c'est bien placé. Je rajoute le plomb manquant, les 13 grammes qui manquent. Voilà. Et là, c'est fini. C'est fini, il va falloir la sertir, tout simplement. Vous voyez, elle n'est pas compliquée. Le seul truc, c'est le buffer et le mettre comme il faut. Donc, pour ça, j'utilise la Lilote 2, avec comme première étape le pré-sertissage. Enfin, la formation du cône. Pardon. Alors moi, je vais faire un sertissage en 6 plis. Donc, c'est sur cette station-là. Alors, je suis désolé, la caméra est très très proche. Elle est à 20 cm. Voilà. Et là, je ne peux pas abaisser le levier. Donc, je vais être obligé de reculer la caméra. Parce que l'angle est vraiment très large de cette cam. Et je suis obligé de filmer. C'est très difficile de vous filmer des choses comme ça, puisque la caméra est entre moi et les outils. Donc, c'est pas facile de travailler. Mais bon, je vais reculer pour que le bras de la machine puisse passer. Voilà. Et alors là, voilà, là je viens en contact. Il faut savoir que la lie n'a pas de butée sur le bras, là. On peut la descendre à fond, voilà. Donc il va falloir y aller, c'est une habitude à avoir, c'est une habitude. Là, je commence, là je regarde. Ah, là c'est pas mal, mais on peut faire un tout petit poil plus. Là, voilà. Quand elle a cette forme-là, bien précise, alors j'espère qu'on voit. Voilà, quand elle a cette forme-là, c'est bon. Faut pas pousser plus. Faut pas pousser plus à cette étape-là. Après, vous allez la mettre sur la finition. Alors moi, je fais du 6 plis. Le trou d'avant, là, c'est pour faire du 8 plis. Je n'utilise pas le 8 plis. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Ça prend plus de place. Puis, il n'y a pas vraiment de différence. Là, vous allez appuyer. Voilà, là, on sent. Le pli s'est refermé. Je suis à peu près à plat. Maintenant, il va falloir lui faire le bourrelet autour. Alors là, on appuie plus fort. Là, j'ai pas dû faire assez, vous voyez. Là, je suis pas assez serti. Alors, ça croise bien au milieu, impeccable, tout. Mais j'ai pas de rebord, là. Ça va pas, ça. Donc, on la remet. Et là, on va y aller beaucoup plus fort. Plus loin. Là. Voilà. Et vous voyez, là,
j'ai un sertissage qui est déjà bien formé. Voilà, avec des pétales parfaitement jointes au milieu. Voilà. Mais ça, c'est pas une cartouche finie. C'est une cartouche qui demande maintenant à être lissée. Puisque cette machine ne fait pas le lissage. Donc le lissage, on le fait avec les outils que vous voulez. Moi, j'utilise ma perceuse avec une bobine de marque Gaep. C'est la Gaep numéro 2. Voilà. Alors, c'est simplement ma perceuse que j'utilise pour bricoler, qui est en panne. D'ailleurs, le variateur ne marche plus. Enfin, c'est pas grave, elle va tourner trop vite, mais bon, on va quand même réussir à faire le sertissage. Hein. Alors, cette cartouche, vous voyez, j'ai une petite fiche. Je vous la filmerai tout à l'heure, la fiche. Ou non, on doit la voir d'ici. Donc, il y a tous les renseignements. Alors, je sais pas si ça fait la netteté. Au pire, je ferai un scan et je le mettrai dans la vidéo. Vous voyez que cette cartouche, elle a une longueur. Elle a une longueur que j'ai même pas notée ici. Si, longueur 64 mm. Puisque la longueur a une grosse importance. Plus vous allez tasser votre cartouche, plus la poudre va être comprimée, plus l'ensemble va être comprimé, plus il y aura de pression. Et ce qui dit plus de pression dit plus de vitesse. Donc je vais mesurer ma cartouche. Et je suis à 65,2 par là. Et le sertissage n'est pas assez prononcé. Il faut savoir que pour avoir une bonne cartouche, il faut qu'il y ait un beau sertissage, bien lissé. On ne doit pas avoir le plastique qui a blanchi. Il doit être réchauffé, reformé, pour avoir une résistance d'environ 25 kg à l'ouverture. Si c'est mal fermé, il n'y a pas assez de résistance, ça ne monte pas assez en pression. Vous aurez une cartouche trop lente. Si c'est trop comprimé, c'est le contraire. Vous allez avoir trop de pression et trop de vitesse. Donc la longueur de la cartouche a une très grande importance. Après avoir fait tous mes essais, mes mesures au chronie et tout, il s'avère que la longueur de 64 est parfaite. Et vous voyez, ça joint parfaitement. Donc ça a demandé, bien sûr, tout un tas d'essais, de trouver la bonne bourre, pour ne pas recouper les douilles, pour que ça ferme parfaitement, qu'on arrive à faire le sertissage à la bonne longueur, avec le bon dosage, pour la bonne vitesse. C'est tout un ensemble. Donc on va la mettre là. Alors je m'excuse pour le bruit, ça va faire du bruit. Alors, comme là je m'en suis pas servi, je vais graisser un petit peu. Parce qu'en plus ça va tourner trop vite. Voilà, alors, pour le graissage, hein, vous mettez n'importe quoi. Vous pouvez y aller avec de l'huile de cuisine, du beurre, n'importe quoi. Il faut juste que ça soit gras. Parce que si c'est pas gras, surtout là avec ma machine qui tourne trop vite, ça va vous fondre le plastique. Et il ne faut pas que le plastique fonde. Il faut le réchauffer simplement et appuyer assez fort, même je dirais presque comme un malade, pour arriver à faire comme il faut le sertissage. Donc on la met là. Bobine Gaep numéro 2, en calibre 12. On regarde si c'est bien centré. Ouais, ça rentre pile poil dedans, c'est bien en face. Alors là, je vais allumer la machine. Ça va faire un boucan du diable parce qu'elle va tourner à fond en plus. Et puis, ben, je vous montre comment je sertis. Si elle veut démarrer. Bon, désolé, elle était en percussion en plus. Bon, ben, c'est pas grave. Elle est lissée, elle est parfaite. Donc je vais l'essuyer. Un petit bout de papier. Et puis je vais vous montrer ça.
va bien voir. Alors, je sais que de près, la netteté, c'est pas top. Voilà, vous voyez, elle a les bords qui sont bien arrondis. Donc pour rentrer dans un automatique, ça va impeccable. Voilà, ils sont bien bombés. Le plastique, il a chauffé, même bien chauffé. Il n'y a plus de traces blanches, plus rien. Le sertissage est bien profond, suffisamment. Et là, vous n'avez aucun croisement, aucun jour au milieu. C'est parfait. Vous voyez, donc avec une ligne, on peut faire du très beau boulot comme on a l'habitude. Et puis là, vous avez une cartouche parfaite. Et la dernière chose à faire, ça va être de la mesurer. Et on avait dit qu'il fallait qu'elle fasse 64, c'est ça? Je vérifie quand même. Ouais, 64. Bon, je vois pas avec mes lunettes. Il aurait fallu que je prenne mes loupes. Ouais, je suis à 63,5. J'aurais dû forcer un poil moins. Mais bon, c'est la première, hein, voilà. Alors, quand vous avez défini votre longueur et tout, le gros avantage qu'il y a avec ces petits supports de perceuse qui valent 30 €, hein, les supports de perceuse comme ça vaut entre 20 et 30 €. C'est que vous avez, je vais me rapprocher, on va remonter la cam. Voilà. Vous avez sur ce genre de petite colonne là, vous avez une barre graduée ici, avec une vis ici, là qui est dévissée. C'est-à-dire que là, je pouvais descendre à la dimension que je voulais, bien trop. Mais il suffit que je, par exemple, là c'est la bonne longueur, je bloque ma vis ici, en enfonçant ça d'ailleurs, voilà, je bloque. Et là, je ne pourrai plus descendre plus bas. Donc une fois que vous en avez fait une à la bonne longueur, vous bloquez votre perceuse, votre colonne, pour pas qu'elle descende plus bas, et toutes les suivantes seront à la même longueur. Voilà, c'est tout simple. Et là, vous avez une super cartouche que vous ne trouverez bien sûr pas dans le commerce. Et je peux vous garantir l'efficacité de cette cartouche. Et comme je vous ai dit, attention, c'est une recette prévue pour un MP 155 ou 153, donc un fusil automatique à emprunt de gaz, puisqu'une partie passe dans l'emprunt de gaz pour alimenter la culasse, que la charge est faite et étudiée pour ça, pour obtenir une vitesse de 395 mètres secondes environ. Donc si vous faites cette cartouche-là, il ne faut pas la tirer dans un fusil ordinaire, juxtaposé ou superposé, puisqu'il n'y a pas d'emprunt de gaz, donc tous les gaz vont être utilisés pour propulser la charge, et vous allez vous retrouver avec environ 40 mètres secondes à 50 mètres secondes en plus, et avec une pression trop importante. Donc, ne pas le faire. Et comme je vous ai précisé tout à l'heure, ça c'est pour ceux qui ne regardent pas les vidéos en entier, quand on commence en rechargement, on commence toujours avec 10% de moins, puisque les lots de poudre sont différents, les lots d'amorce sont différents, et ainsi de suite, et que vous ne savez pas si vous allez avoir une poudre plus vive ou moins vive, puisque les fabricants, c'est pas toujours la même poudre qui vous livrent, bien sûr, suivant les réglages des machines, vous avez un bon 10% d'erreur. C'est pourquoi il faut commencer avec des dosages d'environ 10% en dessous, et de faire un escalier en montant progressivement jusqu'à la bonne charge pour avoir la bonne vitesse. Tout simplement, et éviter les surpressions. Mais là, je suis sûr de la vitesse de cette cartouche. Et je suis sûr de son efficacité au niveau de la gerbe. Voilà. Et comme je vous dis, c'est ma meilleure cartouche au niveau du groupement, avec 44 grammes. Maintenant, il faudrait la développer, mais j'ai pas eu le temps de développer ce type de cartouche avec un amortisseur peut-être différent pour une charge de 49, 48, 49, voire 50. C'est, à mon avis, hein, pour un calibre 12, la charge optimum
pour avoir le maximum d'atteinte sur un gibier à longue distance en plomb numéro 6 par exemple, ça tourne entre 48 et 50 grammes. Voilà. Pour moi, c'est ça. D'après tous les tests que j'ai pu faire sur des cibles à 70 mètres, c'est dans ces grammages-là qu'on obtient le meilleur résultat. Si on monte au-dessus, on est perdant. Alors dites-vous bien que des cartouches en 89, ça n'a aucune utilité. Et quand je vois qu'il y en a qui veulent faire des cartouches avec 70 grammes de plomb, c'est plus de la chasse. Ça s'appelle faire un arrosoir pas puissant en plus, parce que de toute façon, pour les monter en vitesse avec 70 grammes, c'est quasi impossible. Il va falloir un fusil renforcé, on va dire, si on veut quasi une vitesse suffisante. Quelque chose de très costaud. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça m'aide beaucoup. C'est comme ça que je peux vous faire des vidéos. Donc, pouce en l'air, commentaire sous la vidéo, vous avez des commentaires. Sous la vidéo, vous avez aussi la description de la vidéo, parce que je sais que beaucoup regardent les vidéos avec des portables. Mais sur les portables, vous avez la version allégée de YouTube. Vous n'avez pas tout. Donc, regardez les commentaires de la vidéo sur une version ordinateur, puisque sur les portables, il est possible de mettre la version ordinateur sur certains portables, ou alors regardez carrément sur un écran d'ordi, au moins vous avez un écran plus grand, puis vous verrez mieux ce qui se passe. Sans compter que je dois la mettre en 1080p, donc vous aurez de la définition suffisante, je pense. Voilà. Donc, à plus les amis, pour des prochaines vidéos.